Bonjour à tous, je suis vraiment content de vous retrouver, vous m'avez manqué, ça faisait longtemps. Ça y est, me revoilà pour vous présenter le dernier livre sorti aux éditions L'Esprit Viking, l'Edda poétique sélection française, et j'insiste sur le côté français gaulois. C'est un recueil mythologique, et en fait, vous savez, Napoléon disait les mythes sont un moyen mensonger de dissimuler la vérité. Il disait aussi que l'histoire officielle n'est qu'une fable. Et bien là, c'est l'exemple parfait. Cette Edda va vous raconter la véritable histoire de l'Europe et de la France. Jeanne d'Arc. Eh bien, figurez-vous que Jeanne d'Arc, elle est dans l'Edda, dans la mythologie nordique. Jeanne d'Arc n'est autre que Brunhilde. Brunhilde, c'est une valkyrie très connue dans la mythologie nordique et qui est utilisée dans différents mondes fantastiques. Ça va bien au-delà de la mythologie nordique. Eh bien, c'est Jeanne d'Arc. Et alors, il y en a, ils vont dire, mais c'est encore une interprétation que tu fais, Oleg, nani, nana. Non, c'est pas une interprétation. C'est écrit explicitement. 3 fois dans cette sélection de mythes, à chaque fois, on nous précise que l'action se passe au pays des Francs. On nous précise que ça se passe en Gaule. On nous dit explicitement, c'est dit explicitement dans l'Edda, que Brunhilde est gauloise. Brunhilde, elle vient de Gaule. C'est pas moi qui l'interprète, c'est écrit dans l'Edda. D'accord ? Donc c'est extraordinaire de s'apercevoir que les Gaules, c'est vraiment le pays des Goths, c'est le pays des descendants de Vikings, de Gaulois. C'est vraiment voilà, la tradition odinique, la tradition dite nordique, en fait, elle est bien plus que nordique. En fait, c'est la tradition européenne. Ça va même au-delà. C'est la tradition primordiale, celle qui émancipe, celle qui apprend la liberté au peuple, et celle qui donc préserve la vérité face aux exploiteurs qui, eux, manipulent l'humanité en la coupant de ses racines, en la coupant de son âme au niveau collectif, de ses racines, de son identité. Ça, c'est les inquisiteurs. Eh bien, fort heureusement, face aux inquisiteurs, il y a la vraie tradition, la tradition viking, la tradition d'Odin, la tradition des Goths, la tradition gauloise. Et la Gaule, comme le dit Odin dans ce texte, cette terre est sacrée. C'est le pays des Goths, les cathédrales gothiques, hein. Leur nom il vient des Goths. Hein. Faut pas chercher midi à 14h. Et voilà, la Gaule, la France, c'est là où se passe l'action de ces poèmes. C'est aussi le pays des Goths. Hein, et vous savez qu'Odin est le dieu des Goths. Donc c'est le peuple enraciné, le peuple de la liberté, les Goths. Et l'Edda, c'est la vraie tradition. Voilà, la tradition qui rend libre. Et là, c'est extraordinaire. Donc on a Jeanne d'Arc en Brunhilde, on a François Ier en Sigurd. Donc, si vous voulez, cette Edda, exactement comme l'Edda de Snorri que j'ai édité juste avant, il va venir agrémenter la lecture des livres de Pierre. Vous savez, ces fameux livres de Pierre si chers à Victor Hugo, eh bien, pour les lire complètement, pour les agrémenter, il y a la mythologie, il y a l'Edda. L'Edda de Snorri, c'est bon, c'est quelque chose de, pour moi, c'est une excellente base. C'est la période des cathédrales gothiques. Mais voilà, ça raconte la période des cathédrales gothiques, même si ça va beaucoup plus loin que ça aussi. Là, on est sur la période qui suit, c'est-à-dire depuis la chute des Templiers jusqu'à la construction des châteaux de la Renaissance, en passant par Jeanne d'Arc, par Charles VII et les Valois, donc de Charles VII à François Ier. Tous ces grands personnages historiques, ce sont des héros de la mythologie nordique. Et voilà, les fameux livres de Pierre, on va pouvoir les lire avec ça. Ils sont raccordés ensemble, les deux sont raccordés.
Et donc, si vous avez regardé le film Jeanne d'Arc la Valkyrie, je vous encourage à le regarder tout en lisant ce livre. Vous allez vous apercevoir que toutes ces traces hermétiques laissées dans les châteaux, on les retrouve là-dedans. Ce sont des codes pour faire le lien. Et le premier lien évidemment à faire, c'est le cheval d'Odin, Sleipnir, et la rune du cheval, et le chiffre 8, qui renvoie aux 8 pattes de Sleipnir, le cheval d'Odin, donc, sur lequel je vais vous raconter une anecdote très drôle que j'ai vue suite à une réflexion d'un chrétien. Et donc, voilà, la première, je dirais, clé de lecture, c'est de comprendre que le cheval d'Odin à 8 pattes, en réalité, c'est un cheval magique qui voyage à travers le temps et qui est donc un messager. Il apporte quelqu'un sur son dos, Hermod le messager par exemple, ou Odin lui-même. Et donc il apporte en fait le message d'Odin, ce cheval à travers le temps. En fait, ça figure les cathédrales gothiques et les châteaux de la Renaissance. Et donc là, on fait la connaissance du cheval de Sigurd, François Ier en fait, qui n'est autre que le fils de Sleipnir. Il s'appelle Grani ce cheval, et c'est Odin lui-même en fait qui va conseiller à Sigurd de prendre ce cheval-là, Grani. Et il lui dit comme ça, c'est le fils de Sleipnir. Ah, c'est très drôle, en plus Odin à ce moment-là il est déguisé. Sigurd n'est pas au courant encore que c'est Odin. Et François Ier, Sigurd, va construire, vous le savez, les châteaux de la Renaissance. Donc il n'y avait pas mieux comme allégorie. Les fils des cathédrales gothiques, c'est les châteaux de la Renaissance, donc c'est pour ça que c'est le fils de Sleipnir, Grani. Et sur les châteaux de la Renaissance, on retrouve toute la symbolique du cheval, mais également du chiffre 8 pour les 8 pattes de Sleipnir. Et ce fameux chiffre 8 qui est vraiment partout dans les châteaux de la Renaissance, eh bien, on le retrouve dans ces mythes. C'est-à-dire que la sélection que j'ai faite, vous allez retrouver dans les 3 mythes principaux qui relatent cette histoire, à chaque fois le chiffre 8 en vedette, alors qu'habituellement, vous savez que c'est plutôt le chiffre 9, mais bon, le 9 c'est 8 plus 1, hein. Et on retrouve en fait le chiffre 8 dans 3 de ces mythes principaux. C'est fait exprès, c'est évident, on retrouve Grani, on retrouve le chiffre 8, c'est pour nous relier à cette période Renaissance et à ces châteaux de la Renaissance. Donc, je voulais vous raconter cette anecdote avec un chrétien, et puis ensuite je vais vous raconter l'un des mythes, le mythe du début de l'histoire, le mythe qui raconte cette période du début de l'Inquisition. Ce meurtre contre les Templiers, cet assassinat des Templiers suivi de l'Inquisition en Gaule, ce XIVe siècle, il est super bien retranscrit par un mythe qui s'appelle Grimnismal, et qui est un mythe mais vraiment fabuleux, moi qui me donne les larmes aux yeux. Donc je vais vous en lire une petite partie en vous l'interprétant pour tout de suite vous mettre sur la bonne voie. C'est le début de l'histoire, qui est en fait notre histoire. Mais avant tout, donc, ce chiffre 8 qu'on retrouve donc dans ces mythes et dans les châteaux de la Renaissance, et qui figure en fait les 8 pattes de Sleipnir, et qui figure au-delà le temps. Parce que vous savez qu'en symbolique, le chiffre 8, il représente le temps pour tout un tas de raisons. C'est un multiple de 24, 8 fois 3, 24. Ce qui m'a fait rire avec un chrétien dans les commentaires de ma chaîne YouTube, il disait comme ça, oui, on a bien fait de faire, ou ils ont bien fait de faire l'Inquisition, je sais plus, enfin, ils ont bien fait de faire l'Inquisition puisque vous avez des croyances tellement stupides, vraiment, croire dans un cheval à 8 pattes, c'est débile. Et là, quand j'ai lu ça, mais en fait, je me suis dit, mais ne réponds même pas, en fait. Laisse-le dans son ignorance, laisse-le dans sa bêtise crasse, parce que, en fait, nous, ça nous permet de parler un langage qu'ils ne comprennent pas. Et donc, ça nous permet, justement, d'échapper à l'Inquisition, puisque, comme ils ne comprennent pas ces choses-là, on peut dissimuler la vérité au travers de l'histoire, la sauvegarder. Donc voilà, le chrétien qui... en fait, ces gens-là, c'est une infantilisation, c'est un niveau
intellectuel très très bas, c'est surtout un niveau très terre-à-terre matérialiste. Ils ne sont jamais dans la métaphore, l'allégorie, le côté philosophe. Ils sont jamais au niveau du philosophe. Et donc ils prennent tout au premier degré. Donc c'est vraiment... c'est de l'infantilisation en fait, hein, leur religion et leur vision des choses. C'est comme ceux qui vont croire au Père Noël au premier degré. Hein, on dit souvent, ah, tu crois toujours au Père Noël. On sait très bien que le Père Noël n'existe pas. Mais on le fait, c'est pour autre chose. C'est pour la symbolique, le fait de donner aux enfants et de les rendre heureux. Et le fait que ce soit les anciens qui doivent transmettre aux plus jeunes. Vous voyez, bah là ça m'a fait rire quoi. Je me suis dit bon bah on va le laisser dans son ignorance quoi, parce que voilà il croit à tous ces mythes nordiques au premier degré. Il comprend pas qu'il y a en fait il faut regarder ça comme un philosophe avec de la hauteur et qu'en fait ça veut dire toute autre chose ce cheval à 8 pattes. C'est les cathédrales, c'est les châteaux de la Renaissance entre autres. Alors juste avant de vous raconter les Grimnismales, je voulais vous inviter à aller plus régulièrement sur le site espritviking.com et notamment à vous abonner à la newsletter parce qu'on a mis en place maintenant une newsletter et cette newsletter vous pouvez vous y abonner sur le site donc esprit-viking.com. Pourquoi je vous demande ça? C'est pour qu'il n'y ait plus d'intermédiaire entre nous, pour qu'on ait un contact plus direct parce que vous savez on ne sait jamais ce qui peut arriver à l'avenir. Le site internet il est à moi. Mais YouTube ne m'appartient pas. D'accord? Donc, sachant qu'on en a repris pour 5 ans, voire 7 ans d'un président qui, bien avant d'être banquier, était jésuite. Si vous voulez en savoir plus, justement, il y a un article sur esprit-viking.com. Donc voilà, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Le mieux, c'est qu'on ait un contact direct sans intermédiaire. Donc, je vous invite à vous abonner à la newsletter sur esprit-viking.com. Et puis, pour ceux qui aiment bien les beaux objets et la culture viking, voilà, j'ai fait une petite sélection de bracelets. Voilà, petite sélection de bracelets viking, celtes, voilà, qui devraient vous plaire. Vous retrouvez ça également sur le site internet. Je vais vous parler maintenant des Grimnismales. Vous savez que cette histoire de Jeanne d'Arc, en fait, elle commence avec l'assassinat des Templiers, avec le début de l'Inquisition au XIVe siècle contre les Odiniques. Et ce poème des Grimnismales, il va nous raconter cette période de l'histoire. C'est le premier poème de ce récit qui va nous mettre sur les rails. Il va également nous raconter comment les rois francs, qui au début étaient des inquisiteurs, comment les rois francs vont finalement finir par changer d'avis et arrêter l'inquisition pour finalement se mettre du côté des Odiniques et de Jeanne d'Arc. Donc tout ça c'est dans les Grimnismales, qui est un poème qui est d'une richesse extraordinaire, parce qu'il n'y a pas que ce récit historique dedans, il y a également plein d'autres choses plus générales. Bon, moi je vais m'attacher à mettre en lumière ce qui nous raconte le récit historique de notre histoire de France et donc de la guerre de 100 ans due à l'Inquisition. Donc en fait, cette histoire commence avec Odin et Frigg qui élèvent 2 enfants qu'ils trouvent, 2 enfants orphelins. Et donc il les élève, donc c'est leur fils adoptif. Et Odin élève un dénommé Gérod. Et ce Gérod va finir par devenir roi. Là en fait on parle de la lignée des Capétiens. Et puis à un moment donné, voilà, ils n'ont plus de nouvelles de leur fils. Et puis Frigg dit à Odin, ah tu sais ton fils adoptif là, Gérod, oh là là, tu verrais ce qu'il est devenu. Il est devenu roi, d'accord, mais c'est un tyran. Il affame son peuple. Et là, Odin, vexé et tout, il dit, mais comment ça, mon fils adoptif Gérod, il serait devenu un tyran? Ah non, ça, je veux pas le croire. C'est une calomnie, ça, c'est pas possible. Et alors, du coup, il décide d'aller vérifier par lui-même. Et là, c'est Odin, dans toute son intelligence.
il se déguise, c'est un magicien Odin. En fait, il ne s'annonce pas, il ne prévient pas qu'il est Odin. Il s'habille simplement comme un magicien n'importe lequel, donc c'est-à-dire un magicien, un druide si vous voulez. Il s'habille en druide, etc. Et il arrive donc chez le roi Gérode, qui est en fait, vous allez voir, Philippe le Bel, le roi chrétien devenu inquisiteur. Enfin, le roi, pardon, devenu chrétien et inquisiteur, en tout cas devenu inquisiteur. Et voilà que Odin est saisi et torturé par les hommes du roi Gérode sur son ordre. Et là, Odin, en fait, va être torturé, on va essayer de le faire parler, on va le mettre sur un feu, et on va commencer à lui faire subir l'épreuve du feu. Donc là, on est, c'est explicite, on a en fait un druide qui subit la torture, qui subit le bûcher. Et voilà, Odin, donc là, il figure les Odiniques qui subissent l'Inquisition. Et puis, heureusement, il va être sauvé par le fils du roi Gérode. Ce fils qui s'appelle Agnar, lui, va pas trouver ça juste de torturer ce magicien qui n'a rien fait et qui dit s'appeler Grimnir. D'où le nom du poème Les Grimnismales, en fait. Odin se fait appeler Grimnir. Et il va lui donner à boire et il va éteindre le feu. Donc je vais vous lire quelques extraits. Donc Grimnir, Odin en fait, Grimnir, mais ils savent pas en fait que c'est Odin. Il est en train de se faire torturer et là il est en train de subir l'épreuve du feu. Il dit comme ça, Grimnir. Ardent tu es, feu, et même trop intense. Éloigne-toi, flamme, ma pelisse roussit, bien qu'en l'air je la relève. Mon manteau brûle. 8 nuits, je suis resté entre les feux ici, et nul ne m'a offert à manger, hormis seul Agnar, le fils de Gérode, qui, seul, possédera le pays des Goths. Salut à toi, Agnar, car prospérité te souhaite verrature. Pour une lampée, tu ne recevras jamais meilleure récompense. Ce pays est sacré que je vois s'étendre près des As et des Elfes, mais à Trudheim, Thor restera, jusqu'à ce que les puissances s'entre-déchirent. Alors, on a les 8 nuits, là, il est resté au-dessus du feu pendant 8 nuits. C'est ce que je vous disais, le chiffre 8 là, qui revient pour relier au château de la Renaissance. Et donc, Odin qui promet à Agnar, le fils de Gérode, qui seul possédera le pays des Goths. Donc là, on a Odin qui promet à Agnar de posséder à lui seul le pays des Goths. La France, ou la Gaule si vous voulez encore à cette époque, du XVe siècle, elle est divisée entre la royauté anglaise qui occupe le nord et la royauté française qui occupe le sud, grosso modo. Et donc là, on a la preuve claire, on a Odin qui lui promet qu'il aura le pays en entier. Et c'est effectivement Charles VII, grâce à Jeanne d'Arc, qui va avoir la France en entier, et les rois de France vont avoir la France en entier. Et ça, c'est parce que ils se sont mis bien avec les Odiniques. Donc c'est parce que en fait, Agnar, Charles VII, va faire une alliance avec les Odiniques. Il va aimer les Odiniques et il va aller contre les inquisiteurs. Donc c'est-à-dire, il va arrêter l'inquisition, il va arrêter le feu autour d'Odin, il va donner à boire à Odin. C'est pour ça, Odin dit pour une lampée, tu ne recevras jamais meilleure récompense. Quand il promet à Agnar le pays des Goths, une lampée, pour ceux qui ne connaîtraient pas, ça veut dire un verre, si vous voulez, un verre à boire. Donc c'est extraordinaire parce qu'on a tout là en fait. On a cette lignée de rois valois qui, entre Charles VI et Charles VII, retournent leur alliance, se mettent du côté des Odiniques et arrêtent l'Inquisition. Donc Charles VI, en fait, c'est le père de Charles VII, évidemment. C'est Gérode qui torture Odin. Et Agnar, le fils,
c'est celui qui le soulage, qui arrête ça, qui arrête la torture, bref, qui arrête l'Inquisition. Et du coup, Odin lui dit, ah, mais il sait pas encore que c'est Odin, Grimnir lui dit, pour une lampée, tu ne recevras jamais meilleure récompense. Toi, Agnar, fils de Gérod, seul tu posséderas le pays des Goths. Et ensuite, je vous passe, parce que c'est un mythe très très riche, hein, là, je vous passe plein de pages qui sont des moments où Grimm en fait récite un poème où il nous parle de l'Edda en général, de la mythologie nordique. Mais bon, revenons à l'histoire, revenons au poème. Agnar, il le soulage simplement Odin, il lui donne à boire, il éloigne le feu, etc. Mais bon, Agnar c'est encore un enfant, il peut pas, voilà, il n'a pas le pouvoir de mettre fin à la torture. Et donc Odin il récite un poème des généralités sur la mythologie nordique qui sont d'ailleurs très très enrichissantes vraiment et puis excellents. Et à un moment donné, il commence à parler en fait de ces différents noms. Donc en fait Agnar, ni Agnar ni Gérod ne savent qu'en fait c'est Odin qui est déguisé en Grimnir. Et Grimnir à un moment donné, il parle de ses multiples identités. Il dit comme ça: je me suis appelé Grimnir chez Gérod et Yalk chez Asmund, mais Kjalar quand je menais une luge, Thror à l'assemblée, Vidur au combat. Voilà, Arbard chez les dieux. Et à ce moment-là, quand il commence à parler des différents noms qu'il a eus et des différentes expériences qu'il a eues, et à chaque fois il prenait un nom différent, à ce moment-là, il y a le roi Gérod, donc l'inquisiteur, le papa de Agnar, qui arrive et qui voit Odin un peu plus, qui voit Grimm un peu plus à l'aise parce qu'il sait toujours pas que c'est Odin. Et là, Grimm donc s'adresse à Gérod et lui dit comme ça: ivre tu es, Gérod, tu as trop bu et tu as beaucoup perdu en perdant mon aide. La faveur de tous les Aineriar est celle d'Odin. Quantité de choses t'est dite, mais tu en as peu retenu. Tes amis t'ont abusé. L'épée de mon ami, je vois Gésir, toute dégoûtante de son sang. Le cadavre transpercé de l'épée va maintenant revenir à Hugh. Ta vie, je sais qu'elle est écoulée. Hostiles sont les dises. Tu ne peux voir Odin que maintenant. Approche-toi de moi si tu en as la force. Odin, à présent, je m'appelle. Hugh, auparavant, je m'appelais. Je m'appelais Thunder avant cela. Vak et Skilfinger. Goth et Yalk parmi les dieux. Hoptatur. Ofnir et Svafnir. Je crois qu'ils ont tous fait un avec moi. Le roi Gérod était assis, son épée sur les genoux, dégainé à demi. Quand il entendit que c'était Odin qui était là, il se leva et voulut le retirer des feux. Mais l'épée lui échappa des mains, les gardes vers le sol. Le roi trébucha et tomba en avant, et l'épée le transperça, et il reçut la mort. Odin disparut alors, et Agnar fut roi là, longtemps ensuite. C'est magnifique, surtout quand on connaît encore une fois les codes. Là, il dit, donc voilà, il dévoile son identité. Il dit, il dit Odin à présent je m'appelle, Hugh auparavant je m'appelais. Donc ça c'est intéressant, tout de suite quand il dit à Gérod je m'appelle Odin et auparavant je m'appelais Hugh, là tout de suite c'est le temps d'avant quoi. Le temps d'avant cette période de l'histoire. Et donc là on est, je disais, à la guerre de 100 ans. En fait Odin qui tue Gérod, c'est en fait l'armée des Anglais qui est en fait aussi l'armée des Odiniques qui va battre les Francs. L'armée française va se faire décimer plus d'une fois. Et donc là, le fait que Gérod meure, c'est ça. Hein. Et il dit, Odin je m'appelle et Hugh auparavant je m'appelais. Bah ça, pour ceux qui ont vu Templiers, Vikings et Cathédrales, c'est évident.
Hein, Hugues, c'est un des noms d'Odin dans l'Edda, mais c'est surtout le nom d'Odin qui permet de relier aux Templiers. Et au fondateur des Templiers, pour moi le vrai, qui est Hugues le Païen. Et voilà, Hugues le Païen, et on parle beaucoup de Bernard de Clairvaux, parce que voilà, mais en fait c'est Hugues le Païen qui a fondé l'ordre des Templiers. Et comme je l'ai dit, c'est fait exprès, hein, le prénom Hugues, phonétiquement, c'est Hugues aussi, sauf que dans l'Edda, ça s'écrit YGG. Et c'est pour ça qu'il dit tout de suite Hugues, auparavant je m'appelais, tu vois, voilà, avant, moi j'étais le Templier, tu vois. Tu vois, la vengeance, en fait, parce que là, Odin, il s'est fait torturer, machiner, et là, il a fait tuer le roi. Bon, là, dans le mythe, c'est un magicien, il fait tomber le roi sur l'épée, machin, il lui annonce sa mort juste avant qu'il trébuche sur l'épée. Et il lui dit, voilà, en fait, je suis Odin, et avant, j'étais Hugues. Tu vois, tu comprends maintenant? Ah, ouais. Tu as torturé les gens d'Hugues le Païen, les Templiers, les Odiniques, etc. Voilà maintenant la vengeance. Et donc, mais Odin, voilà, ce qui est marrant, c'est qu'il ne savait pas que c'était Odin. Et c'est vrai que pendant cette guerre de 100 ans, les Odiniques étant dans la clandestinité, ils ont dû agir dans le maquis, ils ont dû agir de manière clandestine et donc un peu masquée. D'où là ce Odin Grimm, qui finit par annoncer ensuite son identité au roi Gérod au moment où voilà, c'est trop tard pour lui, quoi. Et donc ça me fait du bien de lire ce mythe parce que ça me réconforte aussi quand je vois les chrétiens qui disent l'Inquisition c'était bien, vos croyances sont débiles, un cheval à 8 pattes c'est débile. Ok, c'est débile, voilà, tu ne vois pas Odin, tu dis ça parce que tu n'es pas capable de voir Odin. Voilà. Ceux qui voient Odin voient la puissance et la force qu'il y a derrière. Et là, Gérod n'a pas vu que c'était Odin. Il n'a pas compris ce qui y est arrivé, quoi. Il ne voyait pas. Il était devenu ivre, comme c'est dit avant. Il dit « Ivre tu es, Gérod, tu as trop bu ». Ça, c'est pareil, c'est une allégorie pour dire qu'en fait, les rois francs, ils ont pris la grosse tête, ils ont pensé qu'à eux, ils ont pensé qu'à l'argent, qu'au pouvoir. Et voilà, donc ça c'est un juste retour des choses et de l'histoire. Les Grimnismales. Donc ce livre évidemment vous le retrouvez sur la boutique en ligne esprit-viking.com qui est aussi mon gagne-pain et qui me permet de passer du temps, un maximum de temps, d'essayer de vivre avec ça. Vous pouvez également me soutenir sur le Tipeee, qui est le financement participatif. Voilà. C'était donc collègues de Normandie pour la justice, pour la renaissance de la vérité, pour la renaissance de nos racines authentiques, notre histoire authentique. La mythologie nordique est en fait la tradition ancestrale des Européens, la tradition émancipatrice qui est extrêmement gauloise, extrêmement française en réalité, mais bien sûr la France de François Ier, la France de la Renaissance, pas celle de l'Inquisition qui revient encore au XVIIe siècle. Jeanne d'Arc, Brunhilde, François Ier, Sigurd, un fabuleux chevalier, le cheval Grani, le fils de Sleipnir. C'est magnifique, c'est beau, moi ça me remplit, vraiment ça me remplit. Sigurd qui est né en Gaule, et ça c'est Régis Boyer qui le dit, ou au pays des Francs. Le pays des Gauls, c'est le pays des Francs, c'est la Gaule, voilà. Brunhilde née en Gaule. Non, c'est génial, c'est incroyable. Donc, je suis heureux de partager ça avec vous, vraiment. Ça fait du bien de ne pas être le seul à voir Odin. Et le réveil de l'âme celte, de l'âme viking est en marche. Et je compte sur vous pour le perpétuer parce que c'est le temps pour le faire, c'est l'époque pour le faire, c'est maintenant ou jamais. Et il faut qu'on passe la deuxième, parce que comme vous avez vu dans certaines vidéos, ils ont tendance à essayer de détruire au maximum tous les preuves de notre passé authentique. Notamment, vous avez vu avec la cathédrale de Strasbourg. Voilà, je vous remercie. À très bientôt pour le film. J'en parlerai très vite.
Je travaille beaucoup en ce moment. C'était un plaisir de vous avoir revu. Très bonne journée ou très bonne soirée. C'était Oleg, donc pour la justice et pour la vérité. Et pour nos enfants. La bise.